comment est-ce qu'on rend autonome les stakeholders et les consommateurs de données à parler à n'importe qui voulait bien nous parler. Les équipes data sont les meilleures à tout mesurer à part leur propre impact. C'est la première fois que cette initiative elle s'inverse. Avant, c'était toujours on pousse la documentation pour que vous soyez autonome. Aujourd'hui, c'est la documentation qui est demandée par les métiers pour pouvoir utiliser cette nouvelle expérience. Avant de commencer, quelques mots à propos de ce podcast. Ce podcast est possible grâce à ses contributeurs et animateurs, mais aussi aux sociétés qui le sponsorisent. Sérénité qui vous accompagne pour concevoir, industrialiser ou automatiser vos plateformes. Écrivez à contact@serenité.fr. Et Datatask d'Affinitech, la plateforme pour accélérer vos data lakes et data labs. Venez nous voir sur datatask.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Toutes les semaines, on essaie de vous faire un épisode dans lequel on aborde plein de sujets qui sont le fruit de notre veille, ou alors on a le plaisir de recevoir quelqu'un pour nous parler d'un sujet particulier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité avec qui on va parler de l'analytique self-service. Et cet invité, c'est Tristan Mayer, le CEO et fondateur de CastorDoc. Salut Tristan, comment vas-tu ? Bonjour Vincent, très bien, ravi d'être là. Merci beaucoup de me recevoir. Alors pour la petite histoire, c'est un enregistrement transatlantique puisque Tristan est à New York. Tristan, je vais te demander de te présenter et puis quand tu te seras présenté, ensuite de nous présenter pourquoi CastorDoc et puis comment cette aventure a démarré et comment est-ce que vous en êtes arrivé, vous en êtes aujourd'hui. Allez, c'est à toi. Comment je me suis retrouvé dans un phone booth, dans un WeWork à New York, après 3 ans et demi, 4 ans de développement de CastorDoc. Écoute, pour la rapide introduction de mon côté, ça va être assez rapide puisque je suis un ancien data scientist, mais j'ai fondé CastorDoc à la sortie de mes études. Donc, j'ai pas 12 000 expériences professionnelles à raconter. Il se trouve que la plus probante et la plus pertinente pour ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un stage de 6 mois à New York également, en tant que data scientist dans une start-up. Mais j'ai vite été confronté aux problèmes dont on va parler aujourd'hui et aux problèmes qu'on résout avec CastorDoc. Il m'a fait me lancer directement à la fin de mes études. J'étais en master en data science. Et avec Xavier, qui est un de mes associés, c'était beaucoup trop évident pour qu'on ne réagisse pas. Et puis en plus, il y a le Covid. Alors ça a été un cauchemar pour pas mal d'entre nous. Pour nous, c'était plutôt une opportunité de fin d'études. Soit il fallait qu'on cherche un job, soit il fallait qu'on réfléchisse à des idées. Et on a pris ce temps de réflexion pour faire naître l'idée de Castor et le premier MVP, les premières conversations avec des potentiels clients, la rencontre avec nos associés futurs, qui au début étaient des prospects pour nous. Donc on s'est lancé en plein Covid à la fin de nos études, il y a 4 ans. Et aujourd'hui, on est une 50aine d'employés, on a un bureau à Paris, un bureau à New York, et on s'attaque à un problème bien connu de nos amis dans la data, qui est comment est-ce qu'on adresse et comment est-ce qu'on rend autonome les stakeholders et les consommateurs de données pour pas être l'entonnoir où toutes les demandes et tout le temps passent. Donc on a abordé le problème d'une manière assez spécifique dans les détails dans lesquels on va rentrer aujourd'hui.
Mais voilà, et peut-être pour ajouter sur le New York, aujourd'hui, on a commencé pendant le Covid à parler à n'importe qui voulait bien nous parler. À cette époque-là, il n'y avait pas de présence, il n'y avait pas de... On était tous confinés. Et en fait, en se baladant sur des forums, en se baladant sur des communautés data, on prenait des appels avec n'importe qui voulait bien nous parler. Et les États-Unis ont été une forte source de traction dès le début, dès nos premières interviews utilisateurs. Donc nos premiers commerciaux ont été aux États-Unis et on s'y est établi très rapidement après notre série A il y a 2 ans où on a monté un bureau et on est une petite équipe aujourd'hui de 10 personnes. Voilà un peu le parcours. C'est là où c'est assez génial parce que tu te dis, et effectivement, c'est un pattern qui est souvent constaté sur des boîtes qui sont développées en France, qui ont essayé de monter sur le marché européen. Et entre guillemets, l'Europe, c'est une multitude de pays. Hein, c'est vraiment pas ça a pas de comparaison possible avec l'effet d'échelle que tu peux avoir aux États-Unis. Tout le monde le dit. Et foncièrement, les gens, dès qu'ils ont acquis un certain volume, et c'est presque un dilemme de l'innovateur, quoi. C'est-à-dire quand ils ont acquis un certain volume et qui est nécessaire de transitionner les efforts qu'ils faisaient sur le territoire français ou européen vers les États-Unis, c'est vachement difficile parce qu'ils savent qu'ils vont devoir abandonner une certaine partie des efforts qu'ils faisaient. Alors vous, d'entrée de jeu, le fléchage, il a été super précis et super direct sur le fait d'aller aux États-Unis, puisque votre marché primaire a presque été les États-Unis, in fine, à t'entendre. Mais c'était assez naturel en effet parce que la moitié des conversations venaient de là-bas. Nous, on cherchait pas à parler spécifiquement aux Américains et encore une fois sur les communautés data et même d'un point de vue analyse de marché a posteriori, oui, ils sont un peu plus en avance. La majorité des technologies naissent là-bas et on a été tirés par nous-mêmes. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même de très beaux exemples, notamment en français, dont auxquels tu fais référence juste là, de fondateurs ou même de boîtes qui sont implantées par la suite, qui ont trouvé un premier product market fit et une première traction en Europe et puis ils sont exilés aux États-Unis. Nous, on a fait un peu le choix dès le début d'être transverse. Alors, on a de très belles références en Europe et on garde toute notre équipe tech est produite à Paris et en France. Évidemment, on a des clients à Paris et en France. Et moi, je passe notamment la moitié de l'année en France également. Mais on a été tiré dès le début et on a répondu naturellement à une des des grands regrets de pas mal de fondateurs de startups françaises qui disent ah, les États-Unis, on aurait dû y aller plus tôt. Bon, bah, nous, on ne pouvait pas faire beaucoup plus tôt. Ouais, mais je pense que c'est une très très bonne idée. Je pense que c'est sincèrement une super idée de ce point de vue-là, parce que tu t'as pas de rupture dans le cycle, et puis mine de rien, la capacité d'adoption de concepts en rupture des Américains est quand même très nettement supérieure à celle que nous on peut avoir. Et donc, foncièrement, et comme tu disais, les gens à qui vous parliez, c'était des Américains qui étaient intéressés par les histoires que vous aviez envie de raconter au départ. Donc foncièrement, c'est un truc qui, je pense que toute personne qui aurait une visée à un moment donné de faire quelque chose de global devrait méditer sur ce que tu viens de dire. Allez, venons-en à notre sujet. Euh, il y a un paradoxe de l'analytique en self-service, et c'est vrai que à y réfléchir, c'est toujours un truc quand on commence à vouloir faire de l'analytique en self-service, on se retrouve face à cette difficulté. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce paradoxe de l'analytique en self-service? Oui, absolument. Alors, le self-service analytics ou l'analytique en self-service, c'est un peu l'utopie data de tout CDO, Chief Data Officer, Leader Data, Head of Data, dans toutes les boîtes. La manière, il y a déjà un paradoxe data avant même d'arriver au self-service qui est les équipes data sont les meilleures à tout mesurer à part leur propre. Mais si on a une mesure de l'impact de l'équipe data, c'est généralement à quel point on arrive à influencer les décisions qui sont prises par le business d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue opérationnel. Et pour arriver à impacter le business, on a besoin que la donnée soit consommée. On a besoin d'impacter le moment et la manière dont un directeur marketing va lancer sa prochaine campagne basée sur les résultats de la précédente. Et donc l'utopie, c'est que cette personne, ce directeur, ce stakeholder business puisse prendre ses décisions en autonomie, de la manière la plus rapide possible et en toute confiance. Et ce qu'on a remarqué, c'est que bon, il y avait toujours cette vision vers cette utopie data. Et dans le parcours typique des entreprises vers cette vision et un peu la maturité data des entreprises vers cette utopie,
Il y a énormément d'investissements qui sont faits au début, évidemment. On commence avec une équipe data centralisée, des premières analyses qui sont faites, potentiellement une acculturation avec des champions data dans certaines équipes métiers. Et puis on investit énormément et puis on arrive à... Il y a quelques années, le problème, c'était on n'arrivait pas à collecter assez de données ou ça coûtait trop cher de stocker ces données. Bon, aujourd'hui, on a accès à des technologies tellement puissantes que tout ça, ça a été pratiquement résolu. Collecter de la donnée et la stocker est devenu assez relativement peu cher grâce au développement du cloud et aux nouvelles infrastructures data. Et on se rend compte que on a une première vague dans cette maturité, dans ce parcours qui satisfait les premières exigences. Qu'on arrive à euh, débloquer les premiers cas d'usage, à aider les premiers business. Et puis on se trouve à un point de rupture après quelques temps. Ça peut être quelques mois, quelques trimestres, parfois quelques années, où on se rend compte qu'on a énormément construit et on a accumulé un peu de dettes de savoir ou juste de dettes techniques de oula, on a récolté beaucoup de données, on a beaucoup de legacy. Et Hmm. toute nouvelle analyse ou tout nouveau dashboard qui est produit rajoute sur la pile de chaos qui existe déjà. Et on va commencer à perdre les business ou les personnes qui ont besoin de ces données par la complexité de l'environnement qu'on est en train de leur mettre à disposition. Et là où au début c'était assez simple, parce qu'ils commençaient à utiliser un ou deux dashboards, à consommer une ou deux analyses, euh, maintenant, ils doivent être en autonomie sur un écosystème absolument immense, très très puissant, où on va commencer à perdre la valeur qu'on leur délivrait et ils vont commencer à redépendre de l'équipe data pour leur expliquer où est-ce qu'ils peuvent trouver certains KPI, où est-ce qu'ils peuvent trouver certains dashboards, quelle est la source de données de certains dashboards. Et ainsi, on va perdre toute la valeur de plus on roll out, plus on déploie le self-service à des métiers, mieux c'est. Maintenant, en fait, il y a un point de rupture où en fait, ça devient trop compliqué et chaque bah, euh, production additionnelle d'analytique vient ajouter du chaos. Donc, c'est là où nous, avec CastorDoc, on veut essayer de répondre. Mais le paradoxe, il est là, on a toujours pensé que plus le nombre de personnes utilisaient la data, plus de data en collecté, plus grande était la valeur. En fait, non, c'est pas du tout linéaire, c'est pas du tout, ça va pas du tout que en s'améliorant. Il y a un point de rupture où tout devient trop compliqué, immaintenable, et Ouais. on perd la confiance et l'autonomie. Et c'est vraiment une ligne de valeur qui grandit et puis arrive à un point de rupture et qui s'effondre Il y a un complètement rendement malgré tous décroissant, les quoi. Ouais, investissements. ouais. Exactement. Ouais, et c'est évident. Et après, et tu retombes effectivement dans cette nécessité à nouveau de freiner la capacité individuelle des gens à faire des choses, parce que tu sais que de toute façon, il y a une probabilité super forte que les gens ne soient pas cohérents avec ce qu'ils font, enfin, ne fassent pas des choses correctes, pardon. Et au-delà de ça, à un moment donné, quand les gens, tu leur redis: «Ah mais attends, là, il y a un problème», tu retombes aussi derrière avec des risques sur la data quality, tu retombes avec des choses sur le fait que tes produits data soient mal foutus. Dans les petites notes qu'on a échangées pour parler de ça, tu identifiais un point de rupture et tu identifiais aussi ensuite la nécessité d'avoir un peu une cyclique autour de tout ça. Est-ce que tu peux en détailler un petit peu ce sujet-là sur justement comment la chose se matérialise et comment Oui, est-ce qu'on l'identifie surtout? Comment surtout on l'identifie ce sujet absolument. On a parlé un peu de la théorie sur la courbe de valeur, mais concrètement, comment ça se manifeste? L'exemple le plus parlant, c'est le nombre d'interactions qu'un consommateur de données va avoir pour pouvoir finalement prendre sa décision. Et Ouais, aujourd'hui, on se retrouve dans des entreprises où on a une infrastructure data qui est state of the art. On a les dernières innovations cloud, on a investi dans un outil de transformation, on a du self-service avec un outil de visualisation qui est un des plus tout nouveaux sur le marché. Puis en fait, pour avoir une réponse à une question analytique, on va devoir pinguer sur Slack ou Teams une première personne pour savoir qui est responsable de la donnée, qui est la personne experte. On va être dirigé par mail à une autre personne. On va devoir ouvrir un ticket Jira. Puis, en fait, la personne est en vacances pendant 2 semaines. Donc, on va devoir attendre, être dirigé vers son équipe. Et en fait, le nombre d'interactions qu'il faut entre les différentes personnes, entre les différentes équipes, entre les différents domaines, que ce soit sur les outils de communication, les outils de ticketing ou les outils de documentation de temps en temps, euh, devient extrêmement compliqué pour une question qui peut parfois être aussi simple que
quel était notre revenu l'année dernière sur les 4 derniers mois de l'année en Europe. Et il y a un tel chaos qui a été fait, un tel nombre de réponses possibles, de jeux de données potentiellement qui puissent répondre à cette question, qu'on revient à une dépendance énorme à l'équipe data. Et donc, du côté équipe data, data analyst, data engineer, euh, on sent une énorme pression d'un nombre de requêtes et on sent qu'on ne peut pas répondre à l'entièreté des requêtes du business. Donc, on est vraiment tiré pour répondre à toujours plus de questions qui peuvent être extrêmement basiques, mais un des moments où on rentre en contact avec nos prospects, c'est quand ils sentent que ça va plus tenir. Ils sentent que la vision d'Utopie Data est complètement en train de leur échapper. Et bon, généralement, ça arrive souvent un peu tard. On n'a pas pris la bonne pratique de mettre de la gouvernance en place plus tôt dans cette trajectoire et dans ce parcours. Mais on a beaucoup trop de temps qui est passé à chercher, à comprendre. On a du savoir qui est dans la tête des différentes personnes, mais qui est nulle part ailleurs que dans leur tête. Tout ce qui est tribal knowledge en anglais, je ne sais pas comment le traduire exactement, mais on se base plus sur la connaissance des experts que sur bah, ce à quoi on est censé avoir accès pour être en autonomie. C'est là où arrive finalement la nécessité de pouvoir documenter et mettre sous contrôle l'ensemble de ce magma. C'est la société HomeServe qui a été justement confrontée à tout ça et qui vous a permis de mettre en place justement là-dessus. Et donc, eux, ce qu'ils avaient, c'est que, j'aime bien, c'est que les utilisateurs métiers devaient faire une véritable chasse au trésor. Et donc, je trouve la chose assez drôle comme expression. Mais très tôt, quand même, dans la data, on a parlé de l'aiguille dans la botte de foin, hein, finalement. Hein. Ça a toujours été l'un des vrais sujets. Et on disait toujours que, de toute façon, le data scientist, et donc tu connais ce métier-là, puisque tu as commencé ta carrière comme sur cette pratique, passait beaucoup de temps à trouver la bonne data et à la rendre fiable avant de l'utiliser. Donc, c'est quand même pas un problème nouveau. Donc, et typiquement, là d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans l'exemple dont on va parler, c'est l'équipe marketing qui était clairement là, très très impactée par ce sujet de disponibilité de la data. Allez, je te laisse nous décrire un petit peu ce cas client et notamment avec un petit peu de métriques qui vont permettre aux auditeurs d'un peu prendre la pleine perception de ce qu'était le sujet, quoi. Oui, absolument. Bah, le marketing et les équipes marketing, alors chez HomeServe était un très bon exemple, mais en fait, je pense que beaucoup d'entreprises et d'organisations vont se retrouver, puisque le marketing est souvent une des premières équipes côté business à avoir absolument besoin de la data, que ce soit en B2B ou en D2C. Ouais, c'est Donc les clair. campagnes et les données, c'est généralement un énorme pan de ce qui est récolté et des cas d'usage data en interne. Et en plus, on peut commencer à mesurer des ROI sur le revenu vis-à-vis de ça. Donc, souvent, c'est des bons exemples pris par les vendeurs en data. Il se trouve que chez HomeServe, ils étaient très consommateurs de données, notamment trafic Internet, de Google Ads, de données sur leur site. Et la chasse au trésor dont tu parlais et dont beaucoup de gens euh, font l'expérience, malheureusement, euh, elle commence déjà par savoir quelle est quelle est la botte de foin. Mais là, parfois, on ne sait même pas quelle est toute l'entièreté de ce dans quoi on peut chercher. Où est-ce qu'on est censé chercher. Et c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure et en fait qui était très parlant chez HomeServe, c'est que bah, on peut utiliser quatre plateformes différentes. On commence déjà par essayer de chercher les experts. Et chez HomeServe, ça pouvait prendre 2 à 3 jours juste d'obtenir une première réponse sur où chercher. Ouais. Déjà, où chercher, avant même de trouver où est-ce que je commence à chercher. Et, bah forcément, quand on a des enjeux d'agilité, de répondre à des demandes de marché côté marketing ou d'investissement dans des nouvelles campagnes et d'être à la pointe euh, des nouvelles innovations sur la manière dont on doit communiquer avec les clients, attendre 2 ou 3 jours juste pour pouvoir trouver le bon jeu de données avant même de commencer à l'analyser, c'est pas possible.
Euh, on avait aussi d'autres équipes plutôt côté partenariat chez HomeServe, encore une fois, qui passaient pratiquement 20% de leur temps, alors qu'ils ne sont pas dans l'équipe data, Ouais. à, pareil, essayer de comprendre les jeux de données ou les dashboards qu'ils avaient en face d'eux pour prendre leurs décisions et en fait fonctionner opérationnellement. Ils ont leur dashboard, ils ont la liste des personnes qu'ils doivent contacter. Et s'ils n'y font pas confiance alors que c'est leur day-to-day et que c'est Mm. leur job, forcément, ils vont chercher à comprendre, ils vont chercher à aller chercher à comprendre la source, la fiabilité et la qualité des données. Et, euh, et ça peut prendre énormément de temps. Donc on avait essayé et on essaye à chaque fois de quantifier tout ça, et on se rend compte que c'est énorme le temps qui est perdu pour finalement les opérations d'une entreprise. Alors ici comme Observe, mais je suis sûr que on pourrait avoir d'autres exemples avec des équipes marketing dans pratiquement toutes les entreprises qui cherchent à reprendre confiance dans leurs données. Ouais, et puis t'as un vrai sujet. Et quand bien même on est dans le pattern d'avoir des data stewards qui soient auprès des équipes métiers, mais même le data steward, il va y passer un temps fou. Et, et avec une fiabilité de la réponse. Au-delà du temps passé, est-ce que à un moment donné, même après y avoir passé 2 jours, est-ce que tu as la certitude que la réponse que tu vas sortir est bonne, quoi? Et ça, c'est ce score de confiance qu'on peut avoir dans un dataset qui est déjà un truc assez avancé dans le process, puisque, comme tu le dis, dès le départ, est-ce qu'il y a vraiment une réponse? Est-ce que la réponse existe vraiment, quoi? C'est déjà le premier sujet qu'on peut rencontrer. Et, euh, et donc, t'as plusieurs. Moi, je vois quand même plusieurs thèmes qui sont. Est-ce qu'on est-ce qu'on a défini ce qui caractérisait le fait que le dataset soit bon? C'est déjà un premier. Et, 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 et je dis toujours de manière assez. C'est un peu. C'est un peu violent, hein. Je dis souvent aussi, quand tu commences à demander au métier, parce que là, il y a une nécessité d'impliquer aussi les gens. Quand tu commences à demander aux consommateurs pour construire le data contract, c'est quoi les conditions qui vont faire que le dataset va être bon ou pas, tu as déjà un premier blanc qui se fait. Et le métier est souvent très vindicatif sur le fait de dire ouais, le dataset est pas bon, mais quand on leur demande de collaborer pour pouvoir le construire, c'est autre chose de ce point de vue-là. Et j'imagine que même si on essaie de centraliser les choses sur la documentation, ce sujet d'impliquer les métiers est aussi une forme super importante si on veut aller vers ce self-service euh, analytics. Est-ce que ça, c'est des sujets que toi, tu as vu, la nécessité d'impliquer le métier, la nécessité de fédérer le métier autour de ça pour qu'il puisse s'en imprégner? Mais absolument, c'est absolument indispensable. À partir du moment où on casse cette relation de confiance entre les équipes data et ce que vont consommer les équipes métiers, en fait, on passe plus de temps à argumenter autour de la définition des concepts et de pourquoi la donnée n'est pas représentée de la bonne manière, que d'utiliser la donnée et prendre des bonnes décisions avec. Et on se retrouve dans ah mais non, c'est pas le bon chiffre, ah mais non, moi je définis ça comme ça, mais moi j'ai toujours compris le revenu de cette manière-là, et d'ailleurs dans mon outil de CRM que j'utilise côté métier, c'est comme ça que je l'ai défini et c'est ce dashboard que j'utilise. Et en fait je comprends pas pourquoi on m'a donné un autre dashboard côté visualisation avec un autre chiffre. Et on se retrouve avec des incohérences qui parfois s'expliquent uniquement par bah oui, en fait, on a dédupliqué les clients qu'on avait et on les a rapprochés où il y avait un taux de change et du coup il y a eu une transformation côté data warehouse qui a donné sur l'outil de visualisation un autre chiffre que celui qu'il y a dans le CRM. Et parfois c'est juste de la compréhension de d'où vient la donnée et comment ça a été calculé, de la mise en lumière de ce qui est fait côté data. Parfois c'est un peu plus profond et on arrive sur les thématiques de data contract avec les producteurs de données qui peuvent aussi être les métiers, qui doivent être responsabilisés dans euh, pourquoi c'est important de suivre des règles, quelles sont les attentes et mettre des attentes communes côté consommateur, côté producteur pour, pour recréer ce lien de confiance. Et parfois, ça doit passer par la formalisation d'un data contract. Ouais. Et donc, c'est là où, justement, fort de ces observations et
vous vous êtes dit chez CastorDoc, on va faire les choses peut-être un petit peu différemment de ce que avaient pu être les approches. Parce que le catalogue de données, alors même si c'est quelque chose qui a vu son engouement ces dernières années de manière beaucoup plus forte, je sais pas à quand on remonte, mais on peut dire que moi, les premières idées de data catalogue, même si ça s'appelait pas forcément data catalogue, qu'on a pu voir, ça remonte à une petite dizaine d'années. Pour résumer les choses, ça, c'est à peu près ça. Mais au final, on sait bien que se sont toujours opposés de toute façon les gens qui d'un côté cataloguaient les data techniquement, les architectes, et puis de l'autre côté, des métiers qui avaient besoin d'un référentiel métier un peu plus fonctionnel sur la data. Et c'est vrai qu'on trouve sur le marché soit des produits qui font l'un, soit des produits qui font l'autre. Mais ce que j'ai toujours trouvé dans ces produits que j'ai pu voir, ça a toujours été quelque chose qui faisait pas forcément super bien le bridge entre les équipes techniques et les équipes métiers. Euh, alors je sais pas si vous avez la pierre philosophale sur le sujet, j'en sais rien. Mais allez, raconte-nous un peu comment ce paradoxe, vous essayez de le résoudre chez CastorDoc. Ouais, je vais peut-être rajouter un dernier point sur ce paradoxe qui va l'amplifier, l'empirer et qui rendra une technologie comme Castor d'autant plus indispensable à l'expérience data de demain. Quelque chose qu'on a, après je sais pas, une demi-heure de podcast qu'on n'a pas encore évoqué et je nous félicite. Mais c'est l'arrivée de l'IA, forcément, Eh oui, dans cette expérience, puisque ça rend d'autant plus palpable l'idée que bientôt, on va pouvoir discuter avec notre database, avec nos outils data. Et forcément, l'idée de self-service, elle est beaucoup plus palpable avec ce qu'on est capable de faire avec les modèles de LLM et la façon dont un LLM peut traduire une question métier en code, en requête SQL, en en asset, en analyse même. Euh, et à la fois, on se rapproche, à la fois sur le sujet de confiance et d'avoir quelque chose d'encore plus opaque sur lequel on va pouvoir traquer comment on a eu la réponse et est-ce qu'on va devoir le gouverner. Ça ne fait qu'amplifier le problème, mais si c'est résolu de la bonne manière et avec Castor, on apporte une solution qui a fait ses preuves, en fait, ça peut libérer tout le potentiel à la fois de l'IA euh, pour l'analytics et le service. Vraiment, la réalisation de on va enfin pouvoir poser ces questions en langage naturel et avoir une réponse analytics, bon, bah, on touche du doigt et ça a forcément eu énormément d'impact. Ça va continuer à avoir énormément d'impact sur l'expérience data des consommateurs métiers. et tu vois, c'est marrant parce que dans le précédent épisode, celui sur Microsoft Fabric, on discutait du fait que Copilot marchait pas super bien pour pouvoir faire avec du Copilot des scénarios analytiques dans Microsoft Fabric. Et je leur disais, bah ouais, nous aussi on a vu la génération de SQL, la génération de tests sur les données qu'on a voulu et qu'on a expérimenté sur des projets DBT de transformation de données marche moyennement quand il n'y a pas un niveau de documentation des assets de données, quand il n'y a pas un niveau d'explication fonctionnelle derrière chacun des assets de données qui est suffisamment abouti. À partir du moment où tu as fait cet effort de documentation, que tu as fait ces efforts de, de donner une seule vérité sur la signification des datasets et autres, eh bien là, tu peux commencer à avoir des IA qui fonctionnent correctement. Et donc, l'explicabilité de la donnée, le, ce niveau de compréhension de la donnée que tu donnes à l'IA, au même titre que tu le donnes à tes utilisateurs, va faire qu'on va pouvoir commencer à dialoguer avec le patrimoine de données avec des IA, au travers d'IA. Mais si tu le fais pas, si tu fais pas cet effort au préalable, tu peux toujours rêver, il se passera rien, ça te sortira de la bouillie indigeste. Et il n'y a aucun risque que ça améliore quelque chose. Mais oui, tu as raison, belle performance. Ça fait presque une demi-heure qu'on est ensemble. On n'avait pas encore prononcé le mot IA, ce qui est quand même assez rare de nos jours dans des conversations de gens qui parlent de trucs, de thématiques autour de la data. Merci d'avoir souligné ce point. Euh, Non, mais c'est d'autant plus important pour le sujet qu'on aborde. Et encore une fois, l'utopie data de self-service, de tout le monde peut utiliser la donnée et
prend ses décisions basées sur des données, ben voilà, on est d'autant plus projeté dans cette utopie que par les performances fabuleuses que peuvent avoir des ChatGPT et autres IA. Et forcément, on se voit l'appliquer tout de suite à l'analyse et aux besoins analytiques. Et en fait, si un analyste aujourd'hui n'est pas capable déjà d'avoir de la cohérence sur les chiffres et de savoir où commencer, une IA n'aura pas l'idée non plus. Mm. Donc ça te rend la gouvernance et en effet la documentation, et j'irais même plus loin sur la metadata augmentée, enrichie, d'autant plus structurante à cette expérience data de demain. Ça ne marchera pas sans une base de métadonnées agrégées sur tous les systèmes, extrêmement puissante, live évidemment, donc branchée, connectée, automatisée, et puis faite aussi pour une consommation IA, à la fois pour pouvoir influencer la manière dont l'IA va répondre à une question analytique, pour pouvoir la guider, et puis pour pouvoir l'expliquer. Ouais, c'est évident. Pourquoi est-ce qu'elle a utilisé ce dataset plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il a été certifié? Est-ce qu'il est dans la couche à laquelle la personne qui a posé la question a accès ou pas? Forcément, c'est des problématiques et des enjeux auxquels le catalogue pré-IA, pré-LLM répondait bah, tant bien que mal pour les analystes. Demain, en fait, son pouvoir est décuplé par l'utilisation du LLM qui sera branché par-dessus. Et nous, on a pris le sujet très, très à cœur et on pense que c'est indissociable. Les synergies sont beaucoup trop fortes pour ne pas proposer ces deux expériences. Et c'est comme ça qu'on va y répondre. Je te laisse reposer la Ouais, ouais, question ouais. ou, Non, non, mais c'est ou super. Non, repartir dans mais cette direction. tu as répondu déjà une bonne partie de la question, quoi, qui est de dire finalement ce paradoxe et l'histoire de l'assistant IA conversationnel est presque d'une évidence, puisque tu te dis, alors certes, le data steward, il pouvait avoir une connaissance non verbalisée du patrimoine de données, et donc sa réponse pour aider le citizen data, le, le, le citizen data analyst était très guidé par sa connaissance sous-jacente des datasets. Maintenant, si on se dit, au lieu d'avoir un data steward, j'en ai une infinité, j'en ai un auprès de chacun finalement des data analysts, parce mais que la contrepartie, c'est de faire l'effort de faire de la documentation. C'est un peu comme dès lors qu'on demande de documenter, il faut que les gens y trouvent une contrepartie. Et c'est peut-être celle-là, la contrepartie, finalement, qu'il faut aller trouver. Absolument. Euh, Et j'irais même plus loin. L'expérience de chat est tellement folle et tellement révolutionnaire aujourd'hui que maintenant les métiers reviennent chez nos clients. Aujourd'hui, c'est la première fois, et c'est quand même fou, on y arrive finalement. C'était un peu le but depuis de Castordog depuis le début. C'est la première fois qu'un utilisateur métier dans une équipe va revenir vers son équipe data et se plaindre qu'il n'y ait pas eu de documentation d'un jeu de données ou d'un dashboard, et du coup qu'il ne puisse pas utiliser l'assistant de la bonne manière. Et du coup, la documentation fait enfin partie du data produit qu'on attend in fine et de la qualité, du niveau de qualité des délivrables de l'équipe data, euh, pour que ça puisse être utilisé, trouvé, compris, correctement leveragé Ah la vache, par l'assistant. Et c'est la première c'est fois génial. que cette incentive, elle s'inverse. Avant, c'était toujours, on pousse la documentation pour que vous soyez autonome. Aujourd'hui, c'est la documentation qui est demandée par les métiers pour utiliser, trouver, compris, correctement leveragé par l'assistant. Et c'est la première fois que cette incentive, elle s'inverse. Avant, c'était toujours, on pousse la documentation pour que vous soyez autonome. Aujourd'hui, c'est la documentation qui est demandée par les métiers pour Pour pouvoir pouvoir utiliser apporter cette le nouvelle niveau de expérience. service auquel ils se sont habitués. Ouais, Exactement. donc c'est quand même C'est vachement bien. exactement ça. Et les gens qui disaient, ah ouais, mais attends, l'IA, ça fera pas progresser les gens parce que ça prémâche des trucs. Et en fait, là, on a un exemple même où l'IA va permettre d'être un driver pour résoudre un problème qui ne se serait pas forcément résolu autrement. C'est assez marrant parce que tu vois, en même temps que tu parlais tout à l'heure et que tu lançais ce sujet-là, ça me faisait penser à cette bonne vieille réflexion à laquelle on a eu le droit pendant les années Covid, où les gens disaient,
Ça fait 10 ans qu'on a des cadors, des cabinets super performants sur la digitalisation de l'entreprise et sur le fait de pouvoir faire que on arrive à avoir une organisation avec des gens capables de travailler en remote. Bah là, 15 jours de Covid, on s'est plus transformé qu'en 5 ans, quoi. Et là, tu te dis finalement, avec le fait qu'il y ait un préalable à l'utilisation d'une feature super sexy qui rend un niveau de service super intéressant pour les gens, ce truc que tout le monde a rechigné à faire depuis la nuit des temps, qui est de documenter la data, d'apporter la matière autour de cette data, finalement, se résout de lui-même parce qu'on se dit, s'il n'y a pas de doc, il n'y aura pas de service à apporter. Et ça, c'est quand même un truc qui est vachement bien en termes de fonctionnement. Qu'est-ce que puisqu'on en est à l'implication et à l'engagement des hommes autour du sujet de documentation, c'est quoi le classique que tu vois, toi, en termes d'équipes qui gravitent autour de la gestion justement de ces assets data? C'est quoi? C'est des gens qui sont des spécialistes métiers qui viennent faire équipe avec des gens qui ont plus la connaissance technique et qui vont être capables de formaliser les choses. C'est quoi la manière de laquelle, classiquement, les clients que tu as vu passer, la manière de laquelle ils se sont organisés autour de ce sujet? Parce que c'est toujours, s'il y a bien un sujet sur lequel l'humain, quelqu'un me faisait la réflexion l'autre jour dans l'article que j'ai posté sur les data contracts, il m'a dit, est-ce que tu n'oublies pas la dimension humaine autour du sujet du data contract? Est-ce que tu n'oublies pas le fait qu'il va falloir qu'il y ait des hommes qui se retroussent les manches pour pouvoir y arriver? C'est quoi cette dimension humaine que toi tu vois et comment les gens s'organisent autour de ça? Alors, c'est indispensable. Toujours les trois process, tous les people. Il faut absolument pas oublier les people et le côté humain. À la fin de la journée, on a beau leur proposer le chatbot le plus performant, le plus responsive, celui qui va apporter les meilleures réponses, qui va même poser potentiellement des questions pour justifier sa réponse et avoir une expérience intégrée au workflow de tous les métiers. À la fin de la journée, il faut s'accorder sur les définitions et Hmm. il faut que quelqu'un puisse certifier et faire le travail de gouvernance, de mettre les personnes responsables autour d'une table et avec évidemment les implications qu'aura une définition par rapport à d'autres. Et ça, c'est tout le travail qu'on essaie de faciliter, mais qui est demandé à une équipe. Alors parfois, ça peut être data gouvernance, mais de plus en plus, c'est les personnes qui utilisent DBT, Analytics Engineer, les data analysts qui sont auprès des métiers aussi, pas forcément une équipe data gouvernance dédiée, mais de mettre autour de la table les stakeholders, les métiers qui vont être impactés par la définition qu'on prend sur ce que ça veut dire qu'un client, ce que ça veut dire, ce que veut dire le revenu. Les exemples les plus classiques en SaaS, chez pas mal de nos clients, c'est voilà, le head of sales ou le responsable commercial et le responsable financier qui n'ont pas la même définition du revenu pour des enjeux différents. Les mettre autour d'une table et leur dire qu'il n'y aura qu'un chiffre et leur expliquer pourquoi et ensuite leur dire pourquoi ils pourraient l'utiliser de différentes manières et ensuite leur construire des variations mais avoir une source de vérité, c'est pas un outil qui va la résoudre. Et il faut absolument pas sous-estimer cette partie-là. Alors, en prouvant la valeur, et encore une fois, en ayant en tête que, en fait, l'impact de la data, l'impact des équipes data peut être démultiplié par ces genres de décisions, parce qu'avec l'IA, elle sera distribuée en fait à toute l'entreprise qui utilise le chatbot, rend ces discussions beaucoup plus importantes, font remonter ça dans la priorité, parce qu'on a un impact qui est démultiplié par la suite. Et du coup, ça devient aussi une manière de diriger stratégiquement son entreprise et d'aligner tout le monde sur les bonnes définitions et la direction de l'entreprise. En fait, on remonte d'un niveau, encore une fois, parce qu'on a une distribution qui est beaucoup plus importante, parce que finalement, tout le monde se met à utiliser les données, tout le monde se met à utiliser les mêmes définitions, et on arrive et on pousse, du coup, à regrouper ces personnes qui sont en fait les décisionnaires finaux, qui sont responsables de ces définitions, qui ont besoin, qui utilisent ces définitions, mais il faut les mettre autour d'une table. Et ce côté humain, il peut absolument pas être sous-estimé, mais maintenant qu'on a cet impact et qu'on arrive de plus en plus à se rapprocher de cette utopie, c'est plus facile et c'est plus facilement justifiable, en tout cas, d'arriver à organiser ce genre de réunion,
de tour de table avec les personnes impliquées. Les bénéfices, pour se donner un petit peu une timeline de... Parce que quand on fait un effort, moi j'ai toujours, il y a quand même une nécessité quand on se lance dans quelque chose d'avoir un résultat qui va être perceptible avant que le soufflet de l'espérance retombe, en fait. Euh, Classiquement, alors j'imagine que de toute façon, faut pas attaquer tout le patrimoine de l'entreprise, faut y aller sur un petit sujet, un petit périmètre, voire une petite équipe d'utilisateurs, de clients au départ. Euh, c'est des cycles que toi tu vois sous combien de temps le fait que, que ça, qu'on arrive aux premiers produits data qui sont documentés et aux premiers bénéfices d'utilisateurs qui dans leur quotidien peuvent commencer à utiliser ça. C'est des choses qui vont vite ou c'est des choses qui quand même restent des chantiers de longue haleine, et où il y a un effet de tunnel avant de pouvoir commencer à en profiter. Alors, c'est sûr que par rapport à plusieurs solutions historiques, c'est beaucoup plus rapide, mais on ne peut pas aller voir les métiers jour 1 et leur dire allez-y, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez poser toutes les questions et ça va vous donner toutes les réponses. Ça, c'est sûr que non, il ne faut pas sous-estimer les premières étapes. L'avantage, c'est que on peut prouver un ROI positif dès le jour 1 sur l'équipe data, sur les profils data analyst, sur les profils qui savent faire du SQL, sur les profils data engineer, parce que toute la métadonnée technique n'est plus un enjeu. Se connecter à la stack technique, récupérer, automatiser le Ouais. lineage, automatiser la récupération des schémas, le lineage jusque dans les outils de visualisation, les zoners, etc. Tout ça, c'est automatisé. Donc, en fait, toute cette partie-là, jour 1, les équipes data, elles peuvent déjà utiliser l'historique des requêtes, la manière dont a été construit un dataset, une question qui est posée sur un dashboard, elles peuvent aller voir le linéage de données et voir où est-ce qu'a été, d'où ça provient, est-ce qu'il y a un bug. Donc en fait, on peut prouver un ROI positif très très rapidement sur les profils un peu plus techniques de l'équipe data. Mais c'est pas la vision du self-service et c'est pas ça qui va résoudre la vraie valeur de ce qu'on vend, qui est aller voir les métiers, pouvoir leur répondre directement et qu'ils n'aient pas à poser cette question à un data analyst ou à une personne de l'équipe data. Et là, en effet, plusieurs cycles où on va s'attaquer domaine par domaine. L'avantage, c'est qu'on a pensé notre outil en premier lieu sur ce pain point qu'ont eu pas mal d'outils par le passé, qui est OK, comment est-ce qu'on est adopté in fine par les utilisateurs. Et du coup, à la fois l'expérience, typiquement, être intégré aux outils qu'ils utilisent tous les jours. Aujourd'hui, ils Ouais. posent des questions sur un outil de communication, Slack, Team. On va Ouais. aller leur répondre dans cet outil de communication. Et on va amener la réponse. Ok. On va pas changer leur manière de travailler. On va aller l'améliorer exactement là où ils vont consommer. Ils se posent la question sur un dashboard de d'où ça vient, quelle est la définition. On va aller leur apporter la réponse dans le dashboard directement, en ayant une extension sur le dashboard qui est au courant du contexte et des définitions qui ont été rattachées à ce dashboard. Donc Ah pour les ouais, métiers, excellent. D'accord. on va se mettre là où ils se posent les questions. Alors, il faut définir les concepts et du coup, on a pensé aussi notre modèle de déploiement en accent sur OK, où est-ce qu'on voit à travers une analyse technique les ambiguïtés de certains KPI. Est-ce qu'il y a beaucoup de dashboards qui parlent du même sujet et quel est le dashboard qu'on va choisir comme source de vérité? Et ensuite, quelles sont les, les, les entités du glossaire business qu'il va falloir définir. Et du coup, on peut aller assez vite, au bout de quelques semaines, roll out à une première équipe business et domaine par domaine, arriver à, au bout de un trimestre, 2 trimestres, un rollout et on a des exemples. Je pense à Mano Mano par exemple. On a plus de 25% de l'entreprise qui utilise euh, le catalogue historiquement et aujourd'hui l'assistant tous les mois et arriver à euh, des rollouts sur des centaines, voire parfois des milliers de personnes assez rapidement au bout de quelques trimestres. Là où il y a certaines années, déjà le déploiement technique d'une solution pouvait prendre 6 trimestres. Si je reformule ce que tu viens de dire, c'est qu'à un moment donné, vous regardez les assets techniques. Alors ça, c'est super facile. Vous collectez la métadonnée, Ouais. vous scannez le projet DBT éventuellement s'il y a DBT pour récupérer toute cette modélisation, éventuellement récupérer un peu de données qui sont liées aux assets techniques. Vous avez en regard de ça un glossaire business, mais jusque-là, rien de foncièrement nouveau. Enfin, je gère, beaucoup de catalogues le font, hein. Mm. Et par ailleurs, vous allez sur les points de consommation
Typiquement les dashboards. Consommateur business lui Typiquement les donnera pas d'infos. dashboards, je ne sais pas, Power BI, Click et autres trucs. Vous collectez ce qui se passe là-dedans et ça vous permet de voir quelles entités tant glossaires que techniques sont utilisées et sont utilisées pour apporter des réponses. Et ça vous permet au cœur même aussi dans la conception et dans l'utilisation de ces dashboards de répondre aux questions des gens puisque Alors, vous intégrez dans la UI au plus proche de la consommation, c'est-à-dire dans ces outils de dashboarding ou dans ces outils de requête. J'imagine que si les gens font de l'extraction de données vers des spreadsheets, vous faites aussi des choses à ce niveau-là. Enfin, donc, ouais, je comprends le principe de cette back pressure que vous faites à partir de la consommation pour remonter de la data sur la manière de laquelle la donnée est consommée et réinfuser sur la partie documentation en amont, ce qui est effectivement assez original. c'est extrêmement important. Si on revient au tout début au paradoxe du self-service, les entreprises et les organisations viennent nous voir, nous cherchent parce que leur environnement de data est trop complexe. Notre but, c'est pas de rajouter une couche de complexité. C'est pas de rajouter un outil sur Hmm. lequel on va devoir être entraîné, comprendre et avoir des trainings à longueur de journée pour pouvoir l'utiliser correctement. On veut, et typiquement, on ne veut pas que les utilisateurs business viennent dans le catalogue. On veut leur donner leurs réponses là où ils se les posent habituellement, là où ils les reçoivent habituellement, c'est-à-dire soit dans l'open space, mais du coup sur l'outil de communication, soit directement dans les dashboards, là où il est censé avoir un peu de documentation, ou en tout cas les preuves de confiance d'utilisation de dashboard. C'est-à-dire la documentation, est-ce que la donnée sous-jacente est de qualité, les définitions qui sont associées avec les bons honneurs et et les bonnes personnes et les bonnes équipes assignées. Euh, mais c'est extrêmement important de ne pas rajouter une couche supplémentaire de complexité. On a déjà du mal à faire adopter un outil de visualisation aux métiers. On ne va pas leur faire Ouais. adopter un data catalogue. Donc, on ne veut pas changer leur expérience. En revanche, on veut la rendre bien meilleure, bien plus naturelle, bien plus intuitive. Ouais, je comprends. Non, je comprends enfin, le positionnement est super intéressant et puis ce côté enlever de la friction et puis supprimer le sens unique de la donnée. C'est un truc j'avais un concept que j'avais un peu un jour dit à un client. Supprimer le sens unique de la donnée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre donnée elle est descendante vers vos utilisateurs, mais ils ont des avis, ils ont des choses comme ça sur cette donnée, ils ont des manières, des insights sur la manière de laquelle la donnée est utilisée qu'il faut faire remonter, quoi. C'est clair. De ce point de vue-là, c'est euh, c'est super important. Et si on les impacte pas, eux, on perd la valeur. On n'ira pas impacter la manière dont ils prennent des décisions et on en revient à pourquoi on existe et pourquoi on fait tout ça. Si on fait un catalogue et une gouvernance uniquement pour nous et que ça impacte personne in fine, ça répond pas à l'enjeu, on va pas pouvoir prouver de ROI positif. Donc c'est extrêmement important pour nous qu'on ait impacté cet utilisateur final dans la manière dont il va prendre des décisions et dans la manière dont il va travailler tous les jours. Tu as parlé un tout petit peu à l'instant, juste avant, de la notion de data quality. C'est quelque chose que vous matérialisez comment? C'est quelque chose que vous opérez comment? Parce que la data quality, c'est un vrai sujet ça fait partie de ces sujets, tu sais, c'est un peu toujours, vous pensez que pour faire ce truc-là, il vous faut combien de temps? Écoutez, moi, si vous me donnez 2 jours, je vous le fais en 2 jours. Si vous me donnez 3 semaines, je peux vous le faire en 3 semaines avec avec un niveau de raffinement qui va pas être tout à fait le même, évidemment, entre les 2 jours et 3 semaines. Mais la data quality fait partie de ces sujets, un peu comme dans le cadre de la data science, quoi. C'est-à-dire que je peux vous faire la régression linéaire la plus simple possible. Ça va aller très vite, mais si vous voulez un truc hyper chiadé, hyper robuste et ainsi de suite, on va y passer un peu plus de temps. Et ça, c'est quelque chose que vous adressez de quelle manière? Vous opérez la data quality ou est-ce que vous vous appuyez sur d'autres solutions et vous avez mis en œuvre des manières de collecter cette data quality pour l'intégrer et pour la rendre disponible? Ouais. Alors, si on parle de data quality au sens faire des tests sur la donnée pour savoir s'il y a bien toutes les valeurs attendues dans une colonne et pas de valeurs nulles à plus de 5% de la colonne, ça, on ne fait pas.
on s'intègre aux outils, type D'accord. Monte Carlo, Sifflet, même DBT Test, Correct Expectation et la ribambelle d'outils Data Quality qui ont été faits. Donc on Ouais. s'intègre, ça fait partie de la métadonnée qu'on a en live sur les assets. On est capable Ok. à n'importe quel moment de dire quel dataset, quel dashboard est de qualité ou pas de qualité, mais c'est pas nous qui effectuons les tests, notamment parce qu'on n'a pas accès aux données. On a Là, accès je uniquement comprends. aux métadonnées et du coup, on ne peut pas requêter la donnée en tant que telle. Mais on s'intègre et ça fait partie des métadonnées. En revanche, sur la manière dont on aborde le sujet de qualité à haut niveau, forcément, on a un rôle à jouer aussi, puisque on a vocation à définir les ownerships et essayer de résoudre le problème peut-être en amont. Là où un outil de data quality va euh, faire remonter les erreurs une fois qu'elles sont produites. Nous, on va essayer de les anticiper, un peu de la manière du data contract essaie d'éviter le nombre de bugs. On va essayer de réduire le nombre de bugs, pas de réduire la rapidité avec laquelle on les résout. Et Castor a vocation aussi à, notamment par ses fonctionnalités de lineage, par ses fonctionnalités d'ownership, à faire prendre conscience des contenus descendants, de l'impact que va avoir un certain changement sur les utilisateurs descendants, sur les contenus descendants, que ce soit un modèle de machine learning qui tourne après la data warehouse et qui a besoin d'un dataset qui est rafraîchi tous les jours et en fait on s'apprête à le déprécier. Bon, bah, ça, c'est quelque chose sur lequel on donne de la visibilité, notamment avec les honneurs. Et là, on peut rentrer dans les sujets data mesh un peu plus profondément, mais on va avoir vraiment une notion de domaine qui permet de remettre la data au centre et de comprendre l'implication des changements qu'on va opérer sur les différents systèmes. Et du coup, ça va plutôt être sur, OK, lorsque je vais changer quelque chose en amont, ou lorsque je vais changer une valeur ou de la donnée dans un outil en amont qui va ensuite être ingéré pour des besoins analytiques, qu'est-ce que je vais impacter et à quoi je dois faire attention et qui est-ce que je dois prévenir. Et ça, c'est toutes des métadonnées et des informations qu'on donne. Et la Ouais. notion d'ownership, de responsabilité vis-à-vis des consommateurs descendants, c'est quelque chose sur lequel on veut absolument agir. Et qu'est-ce que ça veut dire que d'être honneur d'un concept ou d'un asset technique? Ça veut dire, lorsqu'on va le modifier, lorsqu'on va regarder sa qualité ou lorsqu'on va le déprécier, bah, être sûr de toute la chaîne descendante Ouais. de contenu et de personnes impactées par ce changement. Excellent. Excellent. Ouais, ouais. Donc, ça veut dire que quand même, vous êtes le point focus de plein d'outils qui vont être très spécialisés dans plein de domaines. Vous allez récupérer ça, être capable derrière de fournir quelque chose de cohérent aux utilisateurs et pouvoir les amener là-dessus. Hum, comment les gens qui nous ont écoutés pendant pas loin de 50 minutes jusqu'à maintenant peuvent aller plus loin et peuvent vous découvrir un peu plus, vous organisez des choses, vous avez un circuit que vous avez là-dessus pour pouvoir explorer un peu la solution et comprendre un peu mieux ce que vous apportez et vos différenciants. Tu as des choses là-dessus sur la manière de laquelle nos auditeurs pourraient avancer? Ouais, absolument. Alors évidemment, on a notre site internet et on a notamment notre blog où on est très actif. On peut nous suivre sur LinkedIn aussi où on poste pas mal de ses opinions sur la manière dont on résout ces différents enjeux. Et puis on est présent à Paris avec notre bureau où on essaie d'organiser et de se joindre à pas mal d'événements data à court terme. Il se trouve que c'est pas en France, mais on participe au Snowflake Summit à San Francisco. On est aussi au Gartner Summit de Londres dans 2 semaines. On attend avec impatience Big Data Paris en septembre aussi et probablement d'autres événements en juin et au début de l'été avant que tout le monde parte en vacances. Mmh. Donc on est assez actif sur LinkedIn et avec notre blog et puis on essaye aussi post-Covid avec grand plaisir de rencontrer et d'organiser plusieurs événements à Paris ou à l'international avec l'équipe de Castordoc. Ouais, non, mais c'est vachement bien et je pense que ces outils-là, il faut les voir en action. Enfin, je veux dire, la documentation c'est un, c'est effectivement, ça permet de se faire une idée. Mais je pense que les voir en action, être capable de se confronter à la réalité des choses est super important. Et donc, ces événements d'échange peuvent être quelque chose qui permet de creuser bien mieux, euh, bien mieux les choses. Évidemment, on mettra pour nos auditeurs des liens vers tous ces éléments.
pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir retrouver CastorDoc, et puis pour effectivement pouvoir participer à ces événements, parce que moi j'incite toujours les gens à effectivement, rien ne vaut une bonne rencontre que, que des conversations asynchrones interminables, pour faire clair. Bah écoute, je suis ravi qu'on ait creusé ce sujet ensemble, qui est un vrai sujet euh, aussi vieux que finalement, que depuis qu'on rêve de faire des trucs avec la data. Et, euh, le fait de pouvoir se dire finalement d'avoir un truc concret sur la manière de laquelle l'IA peut contribuer à améliorer l'expérience utilisateur pour des gens qui pratiquent la data est un truc super intéressant aussi. C'était vachement inspirant de ce point de vue-là. Ben écoute, je te remercie. Et puis, chers auditeurs, chères auditrices, on espère que vous avez passé un bon moment à écouter cet épisode, que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que nous en avons eu à l'enregistrer. Et on vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup, Vincent. Merci d'avoir écouté ce Big Data Hebdo jusqu'au bout. On vous serait reconnaissant de nous noter sur vos apps de podcast et d'abonner 2 de vos amis. Un grand merci à Maxence Lecointe qui a composé et enregistré le générique de ce podcast. Retrouvez-le sur le Slack. À très vite.